Je te laisse commencer, Mathieu, du coup. Ouais, ouais, merci Bruno. Et bah, du coup, bonjour à toutes et à tous pour ceux qu'on n'a pas encore vus. Donc, bienvenue pour cette du coup 7e séance de Journal Club. Alors aujourd'hui, ça va être une séance un peu particulière quand même, parce que donc je rappelle pour tout le monde, si jamais il y en a qui n'ont pas encore participé, d'habitude on essaye d'aborder du coup des thématiques, enfin, une thématique bien spécifique en présentant du coup des résultats issus d'articles scientifiques assez récents, et ensuite on voit tous ensemble si on peut s'il en émerge en fait certaines préconisations techniques pour la restauration. Et donc aujourd'hui, on peut difficilement faire plus récent dans l'aspect scientifique, parce que ce Journal Club, il va être animé par Ronan Abervé, donc je le laisserai se présenter par la suite. Et en fait, Ronan, il va pouvoir nous présenter les résultats issus de sa thèse qui se termine cet été. Donc il ne Mm. faudra pas hésiter à poser des questions au cours de la présentation. Donc voilà, je vais lui. Donc comme je disais tout à l'heure, ça va être co-animé, mais Ronan va faire quand même une bonne partie de la présentation. Donc malheureusement, on ne peut pas être ensemble parce que il a le Covid, donc on va essayer que ce Mm. soit assez fluide. Mais n'hésitez pas à intervenir ou poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre, soit lui, soit moi, en fonction des questions. Vas-y, Ronan, je te laisse la main. Ouais, ça marche. Merci, Mathieu. Oui, bah, comme a dit Mathieu, moi, c'est Ronan. Et puis, bah, on se connaît avec Mathieu depuis le master à Rennes qu'on a fait. Donc, c'est un master quasiment similaire, finalement, sciences de l'eau. Donc, Mathieu était plutôt en gestion des habitats bassins versants et moi, je faisais plutôt de l'hydrologie, hydrogéologie. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Et puis après, je suis parti un an au Canada faire de l'hydrogéologie quantitative des eaux. Donc c'est là que j'ai appris tous les aspects de modélisation que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc après, je suis revenu ici à Rennes pour commencer une thèse qui se termine, comme a dit Mathieu, elle se termine en octobre prochain. Donc je suis sur la fin de ma thèse. Et je vais vous présenter finalement un petit peu en résumé tout ce que j'ai pu faire pendant 2 ans et demi, 3 ans. On va parler de climat et d'évolution des ressources en eau autour de Rennes. Donc voilà, et puis désolé pour ma voix. Comme a dit Mathieu, c'est pas la meilleure période, donc je vais faire de mon mieux pour aller jusqu'au bout. Et je vais tirer ma caméra parce que ma connexion, elle est pas au top non plus. Tac. Voilà. Alors, pour le sommaire de la présentation avec Mathieu, on voulait vous présenter 4 grands points. Donc là, vous voyez, il y a 4 grands points. Tout d'abord, je vais essayer de faire un petit point contexte sur la localisation du territoire sur lequel je travaille et le contexte de la chaire Eau et Territoire. Donc, c'est le projet dans lequel fait partie intégrante de la thèse. Ensuite, il y aura tout un aspect sur l'évolution historique des ressources en eau à l'échelle du bassin rennais. Un point un peu plus technique, le point 3 sur le développement des modèles que je réalise, que j'effectuais pendant ma thèse. Et puis enfin, un exemple de prédiction des débits de rivière dans le futur. Je crois que... Non, c'est toujours en mode... je continue, Mathieu, c'est ça, hein? Vas-y, vas-y, Ronan, t'inquiète. Ok, parfait. Donc, le premier point, c'est sur le contexte de la thèse, de la chaire dans un premier temps. Donc, c'est une thèse qui fait partie de la chaire Eau et Territoire qui a rassemblé plusieurs partenaires. Donc, c'est principalement Eau du Bassin Rennais qui est financeur et partenaire de la chaire avec Rennes Métropole. Et donc, ils ont des questions assez générales sur l'évolution de la ressource en eau, comme on va le voir plus tard. Et donc, nous, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, moi, je travaille dans l'équipe Géosciences Rennes, une partie intégrante de l'Université de Rennes 1 à Lozure, donc sur le campus Beaulieu. Donc, mon site d'études, finalement, il se définit sur la carte ici, en haut à gauche, en un assez grand rectangle autour de Rennes, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant de comment Rennes est approvisionné en eau, mais Rennes va chercher de l'eau assez loin de la ville, sur plusieurs grands bassins versants qui sont représentés ici par les différentes couleurs. Donc on a le Haut-Couesnon avec les drains du Coglay, la Haute-Rance avec le barrage de Rofemel,
Ensuite, on a la rivière du Meux, où un ouvrage de pompage est aussi disposé. Et puis, un système qui est très important pour eau du bassin rennais, c'est le système Chaise-Canut, avec le barrage de la Chaise qui peut stocker plusieurs millions de mètres cubes. Et donc, Eau du bassin rennais s'appuie sur environ 13 ressources pour alimenter environ 25 millions d'habitants, 25 millions de mètres cubes par an sont produits pour environ 500 000 habitants. Donc, c'est vraiment dans ce contexte d'approvisionnement en eau potable que la Cher s'est montée. Donc, pour le contexte, ça y est, maintenant on va pouvoir passer à l'évolution historique des ressources en eau à l'échelle du bassin rennais. Donc vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il y a eu quelques pressions sur la ressource en eau, d'un point de vue quantitatif. Déjà dans un premier temps, et ces articles ici de journaux le montrent assez bien finalement. C'est assez systématique chaque année, on va dire ces 5 dernières années, qu'il y a des épisodes de sécheresse à répétition. Donc, vous le voyez ici par exemple en 2017, donc sécheresse en 2017, en 2019 les nappes phréatiques vides, pareil pour 2021 avec la vigilance sécheresse. Aujourd'hui, il y a des arrêtés sécheresse qui sont en cours de discussion sur toute la France parce qu'il n'y a pas de pluie. C'est assez simple. Et puis, ce qui est vraiment important à prendre en compte et sur ce quoi je travaille beaucoup, c'est que ces sécheresses extrêmes et qui s'intensifient et qui sont de plus en plus fréquentes, elles seront vraiment appelées à se répéter. Bon, dans le monde, ça, oui, mais en Europe, ça a été montré par plusieurs articles scientifiques que ces épisodes de sécheresse ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc nous, dans tout ce contexte un petit peu d'accélération des problématiques sécheresse, eh bien, on va essayer de savoir quelle sera l'évolution future des débits et plus généralement le stock d'eau à l'échelle du bassin rennais. Et donc ça, c'est un petit peu la question générale d'eau du bassin rennais. Et nous, on va essayer d'apporter des réponses un peu plus scientifiques de recherche et on va essayer de comprendre comment est-ce que les caractéristiques du paysage, par exemple l'occupation du sol, la topographie, la géologie, contrôlent cette capacité de stockage en eau et comment ça dynamise tout ce cycle hydrologique à l'échelle du bassin versant. Et donc finalement, l'objectif final, c'est d'aller vers un système durable qui prend en compte toute cette nouvelle redistribution de la quantité d'eau dans l'espace et dans le temps. Donc un petit point maintenant sur l'évolution historique du climat, déjà dans un premier temps, autour de Rennes. Donc ici, je vous montre un graphique de température que vous voyez ici sur l'axe des ordonnées par rapport aux précipitations annuelles. Donc vous voyez les anciennes années de 1960 à 1990 sont plutôt en bleu. Donc là, vous voyez, c'est les rangs bleus, il faisait environ 13-14 degrés pour des précipitations d'environ 650-700 mm par an. Et ce que l'on remarque, c'est que ces dernières années, depuis les années 90, on a une augmentation de la température qui est très nette, qui est très marquée, et on a aussi une certaine diminution des précipitations pour la période de basse eau, donc ici d'avril à septembre. Donc finalement, ce que l'on remarque, c'est qu'on se dirige vraiment vers un système plutôt chaud et sec par rapport à un système froid et humide ici en bas à droite. Donc finalement, je ne vais pas faire toute une revue du climat historique ou futur, ce n'est pas le but de ma thèse. C'est vraiment des travaux qui ont déjà été menés à l'échelle de la Bretagne, par exemple avec Vincent Dubreuil et Chloé Lamy, qui ont montré plusieurs tendances ces dernières années en Bretagne et sur Rennes. Mais donc juste pour rappeler, les températures finalement, bon ça c'est clair, c'est même devenu un fait.
à l'échelle mondiale, mais aussi en Bretagne, il y a une nette augmentation des températures. Cela entraîne une évapotranspiration, donc une transpiration par les plantes et une évaporation par les rivières et les plans d'eau qui est plus importante. Donc à l'échelle mondiale, il y a environ plus 10% d'évapotranspiration seulement de 2003 à 2019, donc ce qui est énorme en termes de quantité d'eau perdue sur un territoire. Les précipitations, il y a une certaine baisse en période de basse eau, ça on le voit sur le graphique, mais on a aussi remarqué qu'il y avait une certaine augmentation des précipitations en période de hautes eaux. Donc il y a une tendance à avoir plus de précipitations l'hiver ces dernières années, et on le verra plus tard, dans le futur, il y a des chances que ça se produise aussi. Mais ce qui est vraiment très important avec les précipitations, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, c'est qu'il y a une modification des régimes de précipitation. Donc l'intensité, la fréquence et la quantité de pluie qui tombe à un moment donné n'est pas la même, et c'est pas la même répartition à l'échelle de l'année. Et puis enfin, point vraiment important pour la gestion de l'eau et pour le cycle hydrologique, c'est la saisonnalité qui est un petit peu bouleversée avec une saison estivale qui s'allonge dans le temps, qui commence plus tôt et qui termine plus tard. Maintenant, c'est plutôt en septembre, octobre que les étiages se poursuivent. Et puis, on a un décalage donc des saisons dans le temps. Alors maintenant qu'on a regardé le climat, on va s'intéresser à l'hydrologie. Donc directement aux données de débit que l'on a à disposition. Donc là, je vais vous montrer des données d'une station en amont du barrage de la Chaise pour la période 1990 à 2021. Sur le graphique, ici, vous voyez, je vais vous représenter le débit, ici sur l'axe des ordonnées, et en abscisse, ça sera le bilan de P-E, précipitation, donc tout ce qui tombe sur le bassin versant, moins l'évapotranspiration réelle, qui est calculée par un modèle de surface. Donc finalement, c'est la quantité d'eau qui va être potentiellement disponible pour les rivières ou pour infiltrer le sol et finalement recharger les aquifères. Donc on s'imagine bien sur un bassin versant, euh, si un bassin versant était totalement artificialisé, totalement bétonné, tout ce qui tomberait, sur le bassin versant se retrouverait dans le débit de la rivière et on aurait une relation quasiment linéaire, comme vous le voyez ici sur cette droite en noir. On aurait quelque chose de vraiment très linéaire. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'au fil des mois, qui sont représentés par les points de couleur, on a une sorte de patatoïde qui se forme sur le graphique, donc on a quelque chose qui intervient en plus. Et si ici je représente les moyennes intermensuelles, donc de janvier le numéro 1, février, mars, etc., jusqu'à décembre le numéro 12, on voit qu'il y a une sorte de, de boucle qui se forme et on appelle ça une boucle d'hystérésis. Et cette boucle d'hystérésis entre le bilan P-E et le débit, ça montre bien toute l'importance du milieu souterrain. Donc le milieu souterrain, il va finalement, ce que l'on voit avec ce graphique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que lorsque le débit est inférieur au bilan P-E, le milieu souterrain se recharge, et à l'inverse, lorsque le débit est plus important, il se décharge. Donc on a comme ça, grâce à ce graphique, on voit l'importance et l'influence du milieu souterrain sur le cycle de l'eau locale. Et donc ensuite, ce qu'on a regardé avec les collègues, on a regardé l'évolution de cette forme, de cette boucle, en fonction du temps. Donc vous allez voir une moyenne glissante sur 10 ans, de 1990 à aujourd'hui, sur la même station. Donc les anciennes années ici sur ce graphique sont en bleu et les plus récentes sont en rouge. Donc déjà, ce que l'on voit par rapport, si on regarde les courbes rouges par rapport aux courbes bleues, on voit que les débits d'étiage sont plus marqués, sont plus faibles, donc sont plus extrêmes, et on voit aussi que les boucles, elles changent un petit peu de forme. Donc elles sont un peu décalées, elles sont un petit peu plus à gauche, un petit peu plus allongées. Donc ça nous informe que le milieu souterrain, il réagit différemment en fonction des facteurs
climatique qui évolue avec le temps. Et Ronan, Oui. si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose là pour du coup, nous, les gestionnaires milieu aquatique, on voit bien au niveau de ce pas de temps là, on prend de 1990 à 2021. En fait, c'est un pas de temps au sein duquel, en fait, il n'y a pas vraiment eu de dégradation des milieux aquatiques. Enfin, je veux dire, la plupart des dégradations sur les bassins de modification ni des pratiques ni d'état en fait des cours d'eau entre 90 et 2021. Normalement, ça aurait même eu tendance à s'améliorer un petit peu avec les programmes de restauration, en tout cas d'un point de vue hydromorphologie. Donc là, clairement, le graphique de Renan, il nous montre bien l'impact, en fait, là, c'est clairement le changement climatique, en fait, qui rentre en jeu dans ces résultats. Oui, et c'est vrai que pour compléter, c'est des choses qu'on remarque sur une majorité des stations en Bretagne, surtout pour la partie est qui est un petit peu plus impactée que la partie ouest. Donc la partie est de la Bretagne est plus impactée par la baisse de quantité d'eau et surtout, pour, la période d'étiage. Et donc, ça m'amène à la dernière partie de ce point, on a regardé le climat, l'hydrologie et moi, dans le cadre de ma thèse, avec Eaux du Bassin Rennais, ce qui les intéresse, c'est de savoir quelle quantité d'eau va arriver dans leurs ouvrages. Et leur ouvrage le plus stratégique qu'ils ont, c'est le barrage, de la Chaise. C'est un barrage qui peut stocker 14 millions de mètres cubes et eux, leur objectif, c'est que chaque hiver, à la fin de chaque hiver, on va dire, pour mars, avril, il soit plein, pour pouvoir passer l'été suivant un petit peu plus tranquille et pour, pouvoir assurer une distribution continue, à l'ensemble des abonnés. Et donc ici, je vais vous montrer, l'évolution du volume d'eau du barrage de 2003 à 2020. Sachant que les données que je vais vous montrer, c'est des données qui ont été corrigées, des pompages qu'ils ont pu faire, donc de l'augmentation potentielle de la population et cetera, et ça a été aussi corrigé des ajouts qu'ils ont pu faire parce qu'ils ajoutent de l'eau, par dérivation d'un autre barrage ou de rivière et cetera. Donc c'est vraiment les données, entre guillemets «naturelles». Donc là, vous voyez pareil, le même code couleur, les courbes en bleu sont les anciennes années, les courbes en rouge sont les années les plus récentes. Donc vous voyez que sur le barrage, par exemple, pour les courbes bleues, on a une période de remplissage, comme je disais, jusqu'à mars-avril, et puis ensuite on a une période de vidange, toute la période estivale jusqu'au mois de novembre-décembre. Et ce que l'on voit très bien sur les courbes rouges, par rapport aux courbes bleues, c'est que déjà il y a une forte baisse ces dernières années, de la quantité d'eau, moyenne, si on veut, du barrage, ce qui les a finalement poussés à se diriger vers mon directeur de thèse pour monter un projet de recherche. Et puis, on voit aussi qu'il y a une certaine modification des périodes de dynamique de remplissage et de vidange. Donc avant, le barrage, il commençait à se remplir dès le mois de novembre, on le voit ici, et maintenant il se remplit seulement à partir du mois de janvier. Donc ça modifie complètement leur façon d'approvisionner, l'eau potable, sur Rennes et les alentours et ça leur pose beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est vraiment un point, qui est important et on retrouve un petit peu le décalage des saisons dans le temps dont je parlais, au début de la présentation. Donc troisième point, maintenant on va parler un petit peu plus de modélisation. Donc là, je vous ai montré que l'analyse des données que j'ai pu effectuer. Donc maintenant on va vraiment faire, la prochaine partie sera consacrée, au développement des modèles numériques, hydrogéologiques. Et juste Renan, peut-être, Oui. est-ce que n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions du coup sur cette partie un petit peu ressources en eau et changement Mmh. climatique avant qu'on passe au modèle hydrogéologique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question sur la diapositive, sur les recharges et décharges là, Oui. le graphique d'avant là. La recharge et la décharge, c'est ce qui concerne le plan d'eau en fait? Il y a une recharge du plan d'eau et une décharge du plan d'eau? Alors là, on n'est pas sur le plan d'eau, là on est sur,
Là, ce qu'on identifie, c'est le milieu souterrain, parce qu'il n'y a pas de plan d'eau en amont de la station du barrage. Là, on est vraiment en amont, tout en haut du barrage. Donc, c'est un tout petit bassin versant de 10 km². Et on voit, grâce à ce graphique, que il y a un effet de phasage entre ce qui rentre sur le bassin et ce qui en ressort. Et on voit qu'il y a une période où le sol, il se recharge, et une période où il se décharge. Et c'est ce milieu souterrain qui est pas énorme en Bretagne, mais il permet quand même d'avoir ce phasage dans le temps, et de redistribution un petit peu déphasée. Ok. Mais là, on n'est pas sur le plan d'eau, oui, effectivement. J'avais une petite question aussi, Florence Massa, de la région. En fait, sur le graphique d'après, en Oui. fait, si je lis bien le graphique, ça veut dire que sur les 14 millions, donc la page d'après, je ne sais pas si tu veux changer pour que ce soit plus lisible. Sur le graphique, la photo d'après, enfin la diapo d'après, j'ai du mal aussi. C'est celle-ci, celle du barrage Celle d'après encore, la diapo d'après. Maintenant, Ah, il y a plus. il n'y en a pas, Florence, en fait. Ah, c'était sur celui-là qu'on était tout à l'heure? Oui, Non. Oui. vas-y. Où tu parlais des millions là, sur le barrage de Chescanu, en fait. Oui. Moi, ce que j'ai entendu, alors, j'ai cru que je l'avais lu, c'est qu'on perdait à peu près 1 million on avait perdu à peu près 1 million de mètres cubes en 30 ans. C'est ça? C'est une bonne question. Sur le barrage de la Chaise spécifiquement? Ouais. Oui, c'est celui-là. C'était ce graphique-là, moi, que je voyais. C'est qu'en gros, si je lis la première ligne bleue tout en haut, là, elle est à 15 millions de mètres cubes. Oui. Et aujourd'hui, on est plutôt à quasiment, enfin, peut-être j'exagère un peu, mais on est, si, c'est ça, à peu près à 14 millions de mètres cubes. On a quasiment perdu, en valeur corrigée, 1 million de mètres cubes, c'est ça? Oui, alors c'est à peu Énorme. près ça. C'est à peu près ça finalement, puisque finalement, alors là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des moyennes qu'on appelle glissantes sur 5 ans. Donc j'ai pris 5 années, j'ai fait la moyenne et je l'ai fait glisser. Donc on a l'année 2003, 2008, 2004, 2009 et ainsi de suite. Donc là, on ne peut pas vraiment faire de bilan d'eau et par exemple, de dire on a perdu 4 millions cette année, etc. Mais effectivement, on a une tendance à une perte en moyenne, 500 000 mètres cubes, 1 million. Ça, c'est ce qu'ils avaient déjà remarqué, c'est qu'en moyenne sur l'année, oui, il y a une perte d'1 million de mètres cubes. Par exemple, si on prend le mois ici de mai, on a une perte qui est assez forte, oui. Ouais, c'est impressionnant quand même. Bon, voilà, c'était plus une remarque qu'une question. Merci. Ok, pas de problème. Excusez-moi, pareil, juste sur toujours cette même diapositive et cette même discussion. Finalement, est-ce que aussi l'évolution du besoin en termes de puisage, de volume puisé, fait que forcément c'est plus dur à remplir derrière? Donc, comment ce graphique en tient compte? Ah oui, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. On a ici sur ce graphique, comme je le disais, on a corrigé des besoins qu'ils ont prélevés. Donc on les a finalement, sur ces données-là, on les a rajoutés. Donc on a considéré qu'ils n'avaient pas pompé. D'accord, ok, je comprends mieux. Voilà, on a considéré qu'ils n'avaient pas pompé et qu'ils n'avaient pas fait d'ajout non plus. Et on a aussi corrigé le débit de restitution en aval du barrage, donc ce qui laisse passer finalement. Donc normalement, c'est les données, on va dire, naturelles. Donc si le barrage Ok. il fonctionnait de Sans manière prélèvement. seule. Voilà, exactement. Par contre, il y a encore beaucoup de travail sur ce bilan de barrage, puisqu'il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en jeu, hein. Il y a l'évaporation directe du plan d'eau, il y a aussi potentiellement les échanges avec le milieu souterrain. Peut-être que si le barrage il est plus bas, les écoulements souterrains ils sont différents, etc. C'est des choses que j'aurais pas le temps de tout creuser pendant ma thèse, mais il y a plein de choses à travailler sur ce type de données, de premiers résultats préliminaires, si on veut. Ok, merci.
Merci Ronan pour toutes ces questions. Vas-y, je pense que toutes ces réponses, je pense qu'on peut continuer là, vu l'heure. On passe à la suite, ça marche. Yes. Ça roule. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu toute la démarche qu'on a développée autour de la modélisation, comme je disais. Donc déjà, un petit contexte rapide sur le massif armoricain, dont le territoire dit de l'Ille-et-Vilaine fait partie. Le massif armoricain, c'est une géologie qui est ici représentée par les roches plutôt en couleur rouge, pour toute la partie nord-ouest de la France. Et on voit que le Massif central est aussi de ce même type de roches. Donc ce sont des roches qui sont plutôt, que l'on appelle de socle. Donc ce sont des roches qui sont relativement dures. C'est du granit, du schiste, c'est des roches qui sont anciennes, qui viennent d'événements géologiques anciens, et ce sont des roches qui vont se fracturer et qui vont s'altérer. Et c'est grâce à ces fractures et ces altérations que l'eau va pouvoir se stocker dans le milieu souterrain. Ensuite, on a une certaine topographie en Bretagne, et puis on a un climat qui est, comme vous le savez, relativement pluvieux et océanique, donc avec une certaine quantité de pluie. Et tous ces facteurs réunis ensemble font qu'on a des aquifères, donc des zones de milieux souterrains où l'eau va pouvoir se stocker, qui sont fracturés et relativement peu profonds. Donc c'est plutôt entre, je dirais, 10 et 50 mètres. C'est des aquifères qui sont assez fins. Et on voit aussi, ce qui est très important dans le cas de la Bretagne, si on regarde les types d'échanges nappe-rivière classiques, donc on a les échanges nappe-rivière où c'est plutôt le cours d'eau, comme vous voyez sur le schéma ici en haut à droite, qui alimente le milieu souterrain. Et on a aussi un autre type où c'est plutôt la nappe qui alimente le cours d'eau. Et nous, en Bretagne, ce qu'il faut savoir, c'est un peu notre hypothèse de base, c'est que la nappe, elle est très proche de la surface, à cause des conditions que j'énumérais avant. Elle est relativement très proche de la surface, et c'est elle qui alimente les cours d'eau plutôt que l'inverse. Donc on part de cette hypothèse pour notre démarche de modélisation. Je te laisse poursuivre, Mathieu, du coup. Oui, je voulais juste faire un petit point, parce que du coup, là, tous les résultats que Ronan va vous présenter, c'est notamment des études qui ont été faites dans des contextes de cours d'eau de tête de bassin versant. Et donc, du coup, pour que tout le monde ait bien tout ça en tête, les petits ruisseaux, du coup, en tête de bassin versant, ils ont plusieurs importances vraiment primordiales pour nous, les gestionnaires des milieux aquatiques. Déjà, en termes de linéaire, il y a beaucoup de chercheurs qui ont démontré que les cours d'eau en tête de bassin versant, ils représentent environ 70 à 85% de la longueur totale du réseau hydrographique. Et ça a été prouvé pour un peu tous les contextes, à la fois des études dans des contextes, on va dire, occidentaux, type de plaines dans certains cours d'eau en Europe, et aussi sur le bassin ou sur l'Amérique du Nord. Donc en fait, sur plein de contextes différents, ils trouvent à chaque fois cette fourchette de 70 à 85% de longueur du réseau hydrographique total. Donc pour votre information, après avoir fait un petit traitement sur le SIG pour le département d'Ille-et-Vilaine, chez nous, enfin quand je dis chez nous sur le département, on a à peu près 9600 km de cours d'eau, donc là c'est quand même arrondi, pour 6800 km de tête de bassin versant. Et du coup, quand on fait le ratio, eh bien, on est bien dans cette fourchette de 70 à 85%. Deuxième point, la qualité d'eau qui est hyper importante en tête de bassin versant. En fait, il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ont prouvé que les cours d'eau en tête de bassin, en fait, ils hébergent la plupart des processus biogéochimiques d'auto-épuration, et donc qui va contribuer à la qualité de l'eau en aval. En fait, il y a des publications, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire celle de Oraison, là, qui date de 2011, mais qui est extrêmement bien écrite et expliquée. En fait, il démontre que tout ce qui se passe en termes de dégradation de la matière organique, de bactéries dénitrifiantes, et en fait tout ce qu'on cache sous le terme d'auto-épuration, ça se passe dans le lit des cours d'eau, pour les petits cours d'eau de rang 1 et 2, voire 3. Et par contre, quand on descend plus en aval des bassins versants, il montre que c'est plutôt la plaine alluviale qui a ce rôle d'auto-épuration.
Donc plus les zones humides adjacentes, les plaines alluviales, quand on arrive dans les cours d'eau 4, 5, il y a beaucoup moins de processus d'auto-épuration au sein des lits mineurs. Donc c'est notamment pour ça que nous, on essaye de s'atteler à restaurer les têtes de bassin versants. Et le dernier point, donc c'est la contribution en eau. Donc là, pour faire le lien avec la ressource en eau dont parlait Ronan tout à l'heure. En fait, les têtes de bassin versant, ils conditionnent vraiment d'un point de vue quantitatif les ressources en eau en aval. Parce qu'il y a plus de la moitié % des cours d'eau, donc des grands cours d'eau d'ordre supérieur à 3, dont l'alimentation provient des têtes de bassin versant. Et notamment, ça, c'est dû parce qu'il y a beaucoup de petites zones humides. Donc, quand je dis petites, c'est des superficies de moins de 1000 m² qui sont adjacentes aux têtes de bassin et du coup qui permettent de fournir de l'eau plus bas. Et donc, du coup, cet ensemble de cours d'eau et de zones humides associées, nous, on utilise souvent ce terme de capital hydrologique des têtes de bassin versant chez nous. Donc, c'est vraiment des points importants à avoir en tête. Donc, vas-y, Ronan, je te laisse continuer. Ouais, super, merci beaucoup. Je continue. Oui, donc j'ai repris ce petit schéma à la suite pour vous expliquer la démarche de modélisation, mais je vais rebondir sur ce que disait Mathieu. Finalement, il a Excusez-moi, Oui. excusez-moi de vous interrompre là. Il y a un Oui. décalage, il me semble, sur l'apparition des diapositives par rapport à vos Ah commentaires. mince. Est-ce que Ah tout le monde mince. a le même problème que nous ou c'est... J'ai pas l'impression. D'accord, ok, c'est chez nous. Bon, tant pis, allez-y. Au pire, déconnecte-toi et reconnecte-toi, Xavier, c'est ouvert. C'est pas, il n'y a pas de salle d'attente, en fait. Si tu te Ok. déconnectes, tu pourras directement accéder à la présentation en cours, là. Ok, tout de suite. Merci. Ok, bah comme je disais, je vais rebondir sur ce que disait Mathieu. Finalement, il vend super bien tout le pourquoi et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement à la partie haute et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux têtes de bassin versant. Et finalement, c'est tout ce qu'on fait, nous, dans nos modélisations. Donc, vous voyez ici sur le schéma, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on modélise numériquement en 3 dimensions le bassin versant. Donc, vous voyez ici le schéma. Et pour ça, on a besoin de plusieurs paramètres. Déjà, on a besoin de la topographie. Donc la topographie, on va l'avoir typiquement avec des données satellites. Ensuite, on va appliquer une épaisseur à notre modèle. Souvent, ce que l'on applique, c'est 30 mètres. Et puis, on va y appliquer aussi une précipitation, si on veut. Donc, on va arroser notre modèle en surface avec des données de recharge qu'on a à disposition avec Météo France. Donc, la recharge, c'est ce qui va, c'est une donnée de quantité d'eau qui rentre dans l'aquifère, donc qui alimente la nappe d'eau souterraine. Et puis enfin, la grande inconnue, finalement, dans notre modèle, c'est la propriété de la roche. C'est comment est-ce que la roche va transmettre l'eau. Donc ça, c'est la conductivité hydraulique et à quelle vitesse. Et comment elle va pouvoir stocker l'eau. Donc ça, c'est la porosité. Et pour ça, on est obligé, donc déjà, dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est qu'on développe le modèle numérique 3D avec des outils informatiques, etc. Donc on a une sorte de boîte en 3D à l'échelle du bassin versant comme ceci. Et puis, grâce à ce modèle numérique, ce que l'on arrive, nous, à simuler, à modéliser, c'est l'évolution du niveau de la nappe dans l'espace et dans le temps, en tout point du bassin versant. Donc on a l'évolution du niveau de la nappe et ce que l'on va devoir faire absolument, c'est calibrer notre modèle. Donc ça, c'est l'étape la plus longue en modélisation, c'est qu'on va le caler pour voir s'il est à peu près vrai ou pas complètement faux plutôt. On va calibrer notre modèle avec des données observées. Donc on va faire en sorte que nos résultats de simulation matchent le mieux possible avec des données observées. Et ce que l'on va modifier, nous, dans notre modèle, ce sont ces deux paramètres de conductivité hydraulique et de porosité. Donc on va jouer un petit peu avec les propriétés de la roche pour caler au mieux ces données observées. Donc les données observées, vous imaginez bien qu'on peut déjà caler avec des données piézométriques, si on en a. Donc si on a des piézos sur notre bassin, on peut essayer de caler avec ça.
Ensuite, on va caler aussi avec le débit des rivières observées, donc des données de la banque hydro, si on en a aussi. Et puis l'innovation, et c'est le lien, vous allez voir, avec l'intermittence des cours d'eau, c'est qu'on va essayer de caler notre modèle hydrogéologique sur le réseau hydrographique de la surface. Donc ça va être les 3-4 prochaines diapositives que je vais vous présenter. C'est cette nouvelle méthode de calibration des modèles à partir du réseau hydrographique. Donc pour ça, comme je vous disais, on part de l'hypothèse que lorsqu'on fait un modèle hydrogéologique, on a le niveau de la nappe en tout point, et à chaque fois que cette nappe, elle intercepte la topographie, il y a une résurgence de nappe. Donc il y a une source qui se forme, et vous voyez ici, ce sont des, sur la carte en 2D ici, vous voyez, ce sont des zones de résurgence simulées sur un bassin versant en amont du Meux. Et lorsqu'on a simulé ça, on s'est dit, mais ça ressemble quand même beaucoup au réseau hydrographique que nous, on considère comme l'observé, et qui ici vient de la base de données Topage ou Cartage ou BD Topo. Typiquement, ce sont les cartes de l'IGN. Et donc, on va essayer de comparer ces deux cartes, et on a développé toute une méthode pour essayer d'atteindre les meilleurs paramètres du modèle pour matcher au mieux cette carte hydrographique observée. Donc je vais juste vous montrer rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'effet des propriétés de la roche que l'on applique au modèle sur les résultats. Donc lorsqu'on met une conductivité hydraulique élevée au modèle, donc c'est-à-dire une roche qui est relativement très perméable, ici sur la carte, vous voyez le réseau hydrographique observé en bleu, donc de la baie des Topages, et vous voyez les résultats de simulation en rouge. Et là, on voit que on est complètement dans les choux, on n'arrive pas à bien représenter l'ensemble du réseau hydrographique, on n'a pas assez de cours d'eau. À l'inverse, lorsqu'on met une conductivité hydraulique très faible, donc quand c'est très imperméable, là on a trop de cours d'eau, le bassin versant il est complètement saturé, il y a de l'eau partout à la surface. Et donc on a mis toute une routine en place pour atteindre finalement la meilleure valeur de conductivité hydraulique de la roche à appliquer à notre modèle pour matcher au mieux les cours d'eau. Donc ça marche bien, et ce sont des choses qui sont en cours de valorisation d'un point de vue recherche. Donc là, c'était juste un petit, si ça fonctionne, non, ça fonctionne pas l'animation, c'était une petite animation de vidange de l'aquifère en fonction des conductivités hydrauliques, mais de toute façon, je pense que vous aurez la présentation et vous pourrez retourner voir la petite animation. Je te laisse poursuivre, Mathieu. J'avais une question. Oui, allez-y. La conductivité hydraulique que vous essayez de caler au mieux, elle est Oui. fonction du type de roche rencontrée sur le terrain. Il y a quand même une... comment elle est incrémentée, enfin, comment est-ce que vous la définissez au départ? Est-ce que vous avez des valeurs différentes en fonction de la géologie observée? Oui, alors tout à fait, c'est une bonne remarque. Finalement, je voulais pas le présenter ici, mais on est en train d'écrire un papier sur cette valorisation qui va être publié dans quelques jours. Et finalement, ce qu'on montre, c'est que lorsqu'on applique cette méthode sur différentes lithologies, sur différentes géologies, on a fait ces tests sur beaucoup de bassins versants en Bretagne et en Normandie, et on voit finalement cet effet de la géologie. On voit que sur le calcaire, on a besoin d'une conductivité hydraulique plus forte pour matcher les cours d'eau. Et à l'inverse, sur du granit, on est sur quelque chose de plus imperméable, donc on a besoin d'une conductivité hydraulique plus faible. Donc finalement, c'est même pas qu'on le prend en compte au départ, c'est que la méthode permet de détecter cette géologie, si on veut. Donc oui, c'est pris en compte. C'est pris en compte, et c'est un peu le but de la méthode, c'est est-ce qu'elle est capable justement de prendre en compte cette hétérogénéité géologique. Ok.
Ce que j'ai du mal à comprendre quand même, c'est au départ, les zones de résurgence, elles sont calées par rapport à la topo, donc elles sont calées par rapport au Talweg et par rapport à, aux zones de présence de cours d'eau, non? Enfin, Oui, oui, c'est vrai. C'est clairement ça. C'est finalement, c'est la topographie qui va générer nos zones de résurgence sur l'ensemble du bassin. Et ensuite, c'est la carte de cours d'eau observée qui, elle, va être dépendante de la géologie. Parce qu'on sait finalement que plus on a de cours d'eau en surface sur une carte observée, donc typiquement sur la baie des Topages, plus on a de cours d'eau observés, et souvent ça veut dire que c'est une géologie qui est plus imperméable. Donc finalement, c'est grâce à cette carte observée qu'on arrive à retrouver cette géologie dans notre méthode de calibration. Mais toutes ces choses-là seront décrites dans la publication, et puis je pourrais vous faire suivre, quand elle sera publiée, l'ensemble de la publication. Et peut-être justement, Renan, la question, elle fait vachement, elle fait bien le lien, je trouve, avec le diapo d'après, en fait. Mais oui, je suis bien d'accord, complètement. Parce que avec celui-là, parce que du coup, en fait, Sylvie, nous, pour avoir travaillé du coup un peu avec Renan, on avait bien observé, on disait vraiment parfois des variations entre les zones de résurgence qui sont simulées et les zones vraiment observées où il y a un cours d'eau. Et ça, c'est notamment vrai donc à l'extrême amont des têtes de bassin versant. Et cette variation-là, elle peut être interprétée et prise en compte grâce à la notion de rang zéro, vraiment à l'extrême amont des têtes de bassin versant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est un rang zéro, mais en fait, les chercheurs, ils définissent les rangs zéro comme des surfaces qui présentent donc des zones de source où apparaissent vraiment les premiers écoulements superficiels. En fait, ce sont vraiment les aires d'alimentation directe des cours d'eau. Et sauf que ces rangs zéro, ce sont des écoulements intermittents ou éphémères qu'on dit achenalisés, c'est-à-dire sans berges distinctes. Et du coup, ils ne sont pas considérés, classés comme cours d'eau lorsqu'ils ne sont pas curés ni recalibrés, ni quand il n'y a pas de lit mineur, en fait, bien proprement distinct. Et du coup, ces rangs zéro, ils agissent un peu comme on va dire, des conduits ou des chenaux de transition où du coup, il y a de l'eau qui circule avec des sédiments, des nutriments lors des précipitations ou sur d'autres territoires, par exemple lors de la fonte des neiges en fonction de certains bassins versants. Et du coup, l'exutoire un peu de ces zones de rang zéro, en fait, ce sont des têtes de chenaux qui vont matérialiser en fait la transition entre des écoulements qui sont achenalisés et des écoulements chenalisés. Parce que du coup, quand il y a un chenal qui se crée, et que du coup, les écoulements superficiels ils sont assez concentrés pour produire de l'érosion et du coup creuser un petit lit avec des bordures distinctes, et du coup, on définit ce linéaire comme un cours d'eau, et du coup, on va lui donner le rang 1 de Strahler. Donc, je pense que c'était important de faire un petit peu la présentation de ce qu'on appelle ces rangs zéro, parce que notamment, de temps en temps, sur les modèles, on va avoir des zones de résurgence simulées sur les modèles de Renan, alors qu'en vrai, on ne va pas en observer si on passe, je sais pas, en juillet ou même maintenant, des fois en avril, on dit c'est bizarre, il nous sort un cours d'eau alors qu'il n'y en a pas. Et pour le coup, c'est un rang zéro qui n'est pas trop perturbé. Alors, je dis pas trop perturbé parce qu'en fait, la plupart des rangs zéro du territoire d'Ille-et-Vilaine, ils sont entièrement dégradés et notamment par le drainage. Donc ça, c'est Maxime Gallino qui avait prouvé ça dans son stage de fin d'études à l'OFB en 2020. Il avait étudié les rangs zéro. Donc si vous avez beaucoup de questions, il est plus pointu que moi sur ce domaine, donc il ne faut pas hésiter à lui demander. Excuse-moi Maxime si tu es harcelé de mails après ça. Mais du coup, on essaye aussi au sein des CTMA de prendre en compte justement cette notion de rang zéro, où le principe d'auto-épuration et d'abattement des polluants par un peu comme une bande enherbée, en fait, où l'eau va ruisseler dessus, c'est super important. Et on essaye d'intégrer ces rangs zéro-là dans les restaurations au sein des CTMA, parce qu'ils sont vraiment importants d'un point de vue qualité et aussi quantitatif. En fait, on restaure de la zone humide à travers du rang zéro. Bon, après, c'est des méthodes qui sont encore assez récentes et aussi en expérimentation.
Donc, on ne connaît pas forcément encore très très bien comment restaurer les rangs zéro d'une manière optimale, parce qu'au final, chaque rang zéro ne se ressemble pas forcément en fonction de où on est sur le territoire. Donc voilà, c'est des notions qui sont en train d'être développées, notamment par certains ingénieurs de la DIR de l'OFB, là, pour essayer, nous, dans les années à venir, de vraiment essayer de s'atteler à ces restaurations de rang zéro-là et trouver les méthodes les plus efficaces et les plus pertinentes, en tout cas à mettre en œuvre en fonction des problématiques associées. Ok, si je passe. Je continue, Mathieu? Ouais. Ouais, je pense. Je n'ai pas entendu, mais Ouais, allez, vas-y. ok, ça marche, je continue. Pour faire suite, finalement, le but de la présentation, là, c'était pas justement d'expliquer concrètement toute. Comment dire? On est vraiment au début de cette prise en compte du lien entre nappe et cours d'eau. Et par exemple, ici, vous voyez sur cette carte, c'est un tout nouvel article qui vient d'être publié, qui a montré qu'à l'échelle globale, 60% des cours d'eau de la planète ne s'écoulent pas pendant au moins un jour dans l'année. 60%, c'est même un chiffre qui serait sous-estimé. Donc on a une grande majorité des cours d'eau qui sont, on peut dire, intermittents, temporaires. Il y a plusieurs mots de vocabulaire sur ce sujet. Et donc vous voyez ici, par exemple, en bas à gauche sur un article, ils ont montré qu'il y avait des cours d'eau qui étaient intermittents, et là, qui sont représentés en orange, et des permanents qui sont en bleu. Et là, ça rejoint bien ce que disait Mathieu avant, et ça rejoint aussi ce que je montrais sur mes simulations. On a des zones comme ça de résurgence qui sont discontinues sur le chenal, et on a des zones qui sont simulées et observées, observées et simulées, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas été très loin dans la comparaison sur un site spécifique, mais c'est des choses qu'on pourra initier dans le futur. Et je passe à Mathieu. Et oui, je vais juste faire une petite introduction au niveau, parce que là, la dernière partie de cette présentation, on va parler du coup, enfin Renan plutôt, va parler de l'intermittence des cours d'eau, observés et simulés. Et je vais juste rappeler à tout le monde du coup une petite définition en fait des cours d'eau intermittents. Donc ça va être assez bref. Si jamais vous êtes intéressé par la thématique, je vous invite à visionner le journal club que j'avais fait l'année dernière. Il y en avait un qui traitait justement de l'intermittence des cours d'eau. Donc ce sera beaucoup plus complet. Mais donc là, juste pour définir un petit peu, il y a deux types d'intermittence. En fait, on a à la fois un assèchement pour les cours d'eau dans le temps. Donc là, vous voyez une photo qui a été prise en mars 2021, une autre en mai 2021 et une autre en juillet 2021, exactement au même endroit, sur le même cours d'eau. C'est un tout petit cours d'eau, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur la commune de Forges-la-Forêt, au sud-est du département d'Ille-et-Vilaine, où ce bassin versant-là, à l'amont, il est quand même assez préservé parce que ce sont des forêts privées. Donc, il y a peu d'impact de drainage et du coup, l'occupation du sol, il est complètement. Il y a beaucoup d'évapotranspiration, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de pression urbaine. Et donc là, c'est clairement une intermittence, on voit dans le temps. Et il y a une deuxième notion d'intermittence, c'est dans l'espace. Si tu peux, merci Renan. Et du coup, ça, c'est ce qui est souvent décrit donc, par la littérature. On peut voir que par endroit, c'est l'amont des têtes de bassin versant qui sont en eau et ensuite le reste du cours d'eau est intermittent. Parfois, ça peut être l'inverse. Toute la tête de bassin versant est intermittente. Des fois, ce qu'on observe là, les mid-ridge drying, sont les têtes de bassin versant qui sont en eau. Pardon ? Ça a coupé, il me semble, pendant un temps ton explication là. Ah mince, ça a coupé où? Eh ben, juste après, tu disais l'amont des têtes de bassin versant sont en eau, puis le reste du cours d'eau n'est pas en eau, puis après c'est l'inverse. Ouais. Du coup, voilà, par moment, c'est l'inverse. Et sinon, il y a une troisième, on va dire, forme d'intermittence. C'est quand les zones de source sont en eau et au niveau des chenaux, donc vraiment des lits rang 1, 2, ça devient intermittent parce qu'il y a des pressions. Et à l'aval, peut-être parfois des zones humides plus fortes et moins dégradées où le cours d'eau redevient permanent.
Et du coup, là, sur cette diapo, j'ai pris l'exemple du milieu, là où les têtes de bassin, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez nous quand même en Ille-et-Vilaine, c'est les têtes de bassin versant qui sont à sèche et l'aval est en eau. Et du coup, là, on voit des photos où l'amont, il n'y a rien qui coule. Au milieu, il y a quelques flaques, mais il n'y a pas de débit. Et par contre, en aval, on a vraiment bien de l'eau qui coule dans le cours d'eau. Donc voilà ces deux notions en fait, d'intermittence à la fois dans le temps et aussi dans l'espace. Là, on est en situation naturelle ou on est en situation, ce que tu expliquais tout à l'heure, qu'il y a eu beaucoup de têtes de bassin versant, oui, c'était des zones de sources qui ont pu être drainées, du coup, il y a Là, un canal artificiel qui accélère en fait on est dans le contexte de l'Ille-et-Vilaine, donc en fait, on n'a aucune zone entre guillemets naturelle qui n'a pas été perturbée entre la source et l'aval sur des cours d'eau plus grands en fait. Hmm. Ok. Et donc, suite à ça, moi, je peux enchaîner sur, finalement, sur la modélisation de cette intermittence. Donc, vous voyez ici sur un bassin versant, normalement, c'est une animation aussi qui va de 2014 à 2020, mais finalement, on va rester sur le mois de janvier 2014 pour le bassin versant du Canut. Donc, c'est un peu tout ça l'intérêt de la modélisation qu'on développe finalement. En partant du milieu souterrain, on arrive à modéliser la surface. Donc, vous voyez bien que cette intermittence, elle varie dans le temps, dans l'espace, et pour nous, le milieu souterrain a un fort rôle à jouer dans ce processus d'intermittence. Donc, vous voyez sur le bassin versant du Canut, les cours d'eau intermittents et permanents définis par la baie des Topages. Donc, les traits noirs pleins sont les cours d'eau permanents et intermittents, ce sont les pointillés. Bon, la baie des Topages n'est pas très précise pour le moment sur cette information, mais c'est en cours de développement. Et ici, vous avez le réseau simulé que le modèle calibré arrive à modéliser. Donc, on voit le cours d'eau permanent en bleu jusqu'au milieu du bassin, à peu près. Et puis ensuite, les cours d'eau intermittents qui sont en orange, qui arrivent bien à, à matcher, si on veut, avec cette information de la base de données Topage. Donc voilà un peu tout l'intérêt. On est vraiment, encore une fois, je le répète, mais on est au début de ces recherches. C'est pas quelque chose qui a beaucoup été fait déjà en recherche. C'est une science assez nouvelle, l'intermittence des cours d'eau. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, comme je vous disais, on veut aller un petit peu plus loin et on veut utiliser des données observées spatiales et temporelles. Et pour ça, on va s'appuyer sur le réseau ONDE, donc l'Observatoire national des étiages. Et ces données observées complètent un petit peu les stations de débit qu'on peut avoir sur le territoire, puisque souvent elles sont situées en amont des stations de débit. Donc ici, par exemple, j'ai une station de débit en aval de mon bassin et la station du réseau ONDE est ici. Et ces stations-là, elles sont intéressantes parce qu'elles renseignent sur l'écoulement des cours d'eau en un point. Donc des agents vont sur le point plusieurs fois dans l'année, de mai à septembre, et précisent si l'écoulement est acceptable, faible, invisible, ou s'il y a un ASEC. Et donc l'intérêt d'une seconde publication qui est aussi en cours de rédaction, et on va essayer de publier dans l'année, ça sera d'utiliser ces données-là du réseau ONDE pour calibrer le modèle hydrogéologique, mais en dynamique. Et là, on voit déjà, c'est assez encourageant comme premier résultat, c'est que depuis 2014, les données disent qu'il y a un ASEC systématiquement au niveau de cette station. Et c'est intéressant parce que le modèle, bien qu'il soit très simple pour le moment, il arrive très bien à matcher cette donnée observée spatio-temporelle. Donc voilà un petit peu l'idée et le lien avec l'intermittence des cours d'eau et les modèles que je développe. Ouais, moi, j'avais une autre question là, Oui. à ce stade-là, mais je ne sais pas si j'ai compris le. Là, j'ai compris que donc du coup, on essayait de caler au mieux la conduite, enfin, le transfert de l'eau depuis la nappe jusqu'à la surface
pour rapprocher au mieux en fait la carte de départ avec la carte de ce qui est observé en termes de réseau hydrographique aujourd'hui. Ouais. Et du coup, est-ce que la donnée de départ, au contraire, elle donnerait pas justement une idée plus précise des zones de source, quoi? C'est-à-dire que si la topo, naturellement est plane et donnait, lieu à la présence de zones humides en amont, en situation naturelle, on aurait quelque chose de beaucoup plus diffus. Alors que là, effectivement, ces zones ont sans doute été drainées et du coup, on a des chenaux, qui apparaissent. Mais est-ce que du coup, en voulant à tout prix coller avec l'existant, on se prive pas de l'information de savoir où sont ces zones de sources diffuses, au départ, quoi? Je sais Ouais, pas si c'est ouais, ma question si, est claire? je vois très bien, c'est une bonne remarque. On l'a en tête, on l'a vraiment en tête cette renaturation du milieu, les drains agricoles qui sont nombreux sur nos zones d'études. On l'a en tête et justement, on pense que les méthodes qu'on développe, numériques, qui prennent en compte la topographie déjà dans un premier temps, heu, vont permettre, en complexifiant le modèle dans un second temps, de détecter un petit peu plus précisément ces zones de source et d'identifier finalement quel est le paramètre, la caractéristique du paysage qui contrôle la zone de source. C'est un peu ça l'idée, c'est que là, dans un premier temps, on arrive à savoir si c'est la topographie, si c'est les propriétés de la roche, mais après on pourra aller plus loin. Mais, c'est vrai qu'on l'a notre philosophie de modélisation, c'est plutôt de faire simple dans un premier temps et après on pourra complexifier, ajouter des drains agricoles si on a de la donnée et cetera. Oui. C'est vrai que du coup, là, ce que tu dis, Ronan, on voit bien tout le lien en fait entre du coup les aspects de recherche et nous, ce qu'on peut en tirer en fait en tant que Complètement. gestionnaire des milieux aquatiques. Parce que peut-être que justement, si à travers de nombreux, enfin, je vois, je pense que vous connaissez tous, il y avait le projet Berceau là ces dernières années qui essayait de faire le lien du coup entre les chercheurs et les opérateurs, on va dire. Et on voit bien ce genre de travail-là pour nous, opérateurs de milieu aquatique, qui peut être hyper intéressant parce que peut-être qu'à terme, quand tout sera bien calibré et que les modèles seront vraiment fiables, ça permet aussi, nous, quand on est sur le terrain, de se dire, tiens, cet endroit-là, est-ce que c'est plus pertinent de le restaurer de ce type remise dans le talweg ou reméandrage, comme si on restaurait vraiment un cours d'eau, ou plutôt de se dire, ah ben en fait, ce linéaire-là, il a été classé cours d'eau parce qu'il est tellement perturbé, il a tellement été drainé, enfoncé, qu'il obtient maintenant les caractéristiques d'un cours d'eau, alors qu'en fait, naturellement, c'était plutôt un rang zéro qui était intermittent, et la meilleure façon de le restaurer, c'est pas de recréer un lit, mais c'est bien en fait presque de tout combler jusqu'au niveau du terrain naturel pour retrouver une recharge de la nappe en fait qui vient vers le bas et qui sera donc pas drainée, et une zone d'écoulement naturel diffus par-dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'à terme, ce que tu disais, Sylvie, c'est complètement ça. En fait, on espère pouvoir utiliser les données de la recherche pour peut-être affiner en fait nos actions, nous, sur le terrain. Et inversement, pour compléter, nous, on a besoin aussi, on peine à trouver des données qui sont précises, qui sont fiables. On a accès souvent qu'à des données publiques. Par exemple, la BD Topage qui donne une information d'intermittent et permanent. On voit déjà ici que cette information, elle est entre guillemets fausse parce qu'il y a un ASEC sur cette station. Pourtant, la BD Topage dit que c'est permanent. Donc, on sait bien que les données, parfois, c'est pas à l'échelle nationale, ça peut pas être appliqué à des, à des sujets très locaux sur un bassin versant. Mais comme disait Mathieu, j'avais commencé à discuter avec les gestionnaires du projet Artisan et projet Berceau. Mais encore une fois, il faudrait faire un modèle plus précis sur une zone et vraiment travailler et être focus sur ce bassin. Là, on est plutôt dans de la recherche exploratoire où on va faire plein de bassins en Bretagne et en Normandie, sur le massif armoricain. Mais répondre à des questions de sources diffuses à un endroit, il faudrait vraiment reprendre ce modèle de manière beaucoup plus précise. J'avais une petite question là sur l'intermittence là. Comment vous le définissez? Ah, c'est une bonne, Un ouais. cours d'eau intermittent en fait. Oui, c'est une bonne remarque. Ce que j'ai fait ici, sachant que je fais des simulations mensuelles pour améliorer le temps de calcul, je considère que s'il y a un mois dans l'année qui
qui est à sec, je le considère comme un intermittent. Mais je sais qu'il y a plusieurs définitions pour l'intermittence. Il y a les cours d'eau éphémères, les cours d'eau temporaires intermittents. Je crois même que la littérature n'est pas encore hyper au fait sur le vocabulaire de l'intermittence. Mais il me semble que si un cours d'eau est intermittent un jour dans l'année, il me semble qu'on peut déjà le nommer comme étant un cours d'eau intermittent. Donc, En c'est tout à cas, confirmer. l'IGN n'a jamais pu nous donner la définition de ce qu'ils Voilà. appelaient cours d'eau permanent ou cours d'eau temporaire, quoi. Exact. Parce que là, il y a un article qui est sorti il y a un mois, où c'est des chercheurs, on va dire les experts de l'intermittence dans le monde, qui se sont demandé, le titre de l'article, c'est qu'est-ce que ça veut dire un mot? Et après, ils définissent tous les mots de l'intermittence, etc. Donc, c'est pas encore clair. Florian, là, du coup, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on retrouve sur les cartes IGN n'a rien à voir avec les réalités, hein. Oui, oui, oui. Enfin, il y a même un gros décalage, quoi. Ce qui peut apparaître comme intermittent, des fois, est permanent et inverse, quoi. Et Ronan, je t'avais déjà proposé le transfert de données, mais sur notamment là où tu as une étude plus précise sur la chaise et le canut, l'observation de l'intermittence des cours d'eau a été faite sur plusieurs années et de manière très très précise, à de multiples points d'observation. Et ça, c'est des données qui pourraient certainement abonder dans ton modèle. Donc, Ah bah via ça, Mathieu, moi, il n'y a ça pas de souci m'intéresse, pour ouais. te les transmettre, hein. Sur tout le territoire là, que tu nous présentes, moi, j'ai toutes les données intermittence, un travail notamment qui avait été réalisé par l'OFB Pascal Volpato, pour le citer, Ok. parce que c'est quand même un gros travail qu'il a fait. Et j'avais une Oui. autre question, une autre remarque concernant le modèle. En fait, on voit bien là l'importance que va prendre l'évapotranspiration dans les années à venir. Et donc, là, on a vu l'intégration des caractéristiques géologiques et du relief. Mais c'est vrai que l'occupation des sols, notamment, je pense au système forestier où on peut avoir de l'évapotranspiration assez importante, peut jouer un rôle assez prépondérant aussi dans la capacité à recharger. Dans quelle mesure ce ne serait pas quelque chose à intégrer finalement pour affiner le modèle? Enfin, voilà, c'est cette question que je me posais. Alors c'est une très bonne remarque. Finalement, je le prends en compte d'une certaine manière puisque je prends, dans mes modèles déjà très simples, je le prends en compte puisque la chronique de recharge que j'utilise, elle a été, on va dire, travaillée, modélisée par Météo France qui, eux, prennent en compte l'occupation du sol. Donc avec le Corinne Land Cover, assez classique. Donc ça prend en compte, l'impact d'un plan d'eau, d'une forêt, d'un champ, et cetera. Après c'est des données, moi j'ai des données à l'échelle nationale, donc évidemment sur un site, peut-être qu'une forêt passera à côté, et cetera. Par contre, ce qu'on fait aussi en parallèle dans le laboratoire avec une autre chaire, avec Rennes Métropole, donc j'ai un collègue qui lui, son travail de post-doctorat, c'est vraiment de voir l'impact de l'occupation du sol sur la recharge, déjà dans un premier temps, mais sur aussi, comme moi, comme je fais, c'est à peu près les mêmes outils, mais il va regarder aussi les cours d'eau, les débits des rivières, mais il a un modèle un petit peu plus puissant, un petit peu plus lourd, donc tout est plus compliqué, il y a plus de données à avoir, les temps de calcul sont beaucoup plus longs. Mais lui, il peut vraiment simuler la partie surface et la partie sol, et la partie souterraine comme je fais. Et donc il travaille là-dessus et par exemple, il applique une surface artificialisée sur tout le bassin, il ajoute une forêt, il enlève des parcelles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête et qu'on prend en compte aussi dans nos interprétations. Et l'évapotranspiration, effectivement, d'après ses premiers résultats préliminaires, parce qu'il vient de commencer, l'évapotranspiration a un enjeu absolument majeur sur la dynamique hydrologique du bassin. Ça, c'est clair. Moi, Et je merci. Juste pour Moi comprendre. aussi. Ah, pardon. Je sais pas, mais c'était juste une question en particulier par rapport à la remarque de Florian. C'était de savoir, je sais pas s'il y a une différence qui est faite entre l'évapotranspiration d'une forêt et l'évapotranspiration d'une prairie. Parce que la forêt, c'est vrai que ça peut évapotranspirer plus, mais on a aussi le phénomène de microclimat avec l'ombrage qui va jouer sur la température qui va être un peu plus fraîche.
Alors ça, c'est pris en compte dans le modèle que mon collègue utilise. C'est pour ça que c'est des temps de calcul qui sont assez monstrueux. Mais effectivement, ces choses-là sont prises en compte. C'est que finalement, s'il y a une forêt, le modèle va être capable de comprendre que c'est une forêt et puis de simuler tous ces processus. Mais bon, faut s'imaginer que c'est que de la modélisation, du numérique, donc il y a tous les aspects d'incertitude qui entrent en jeu, etc. Mais effectivement, c'est D'accord. pris en compte. Ouais, bonjour, c'est Romain Cressel. Moi, j'avais une question sur l'épaisseur du compartiment souterrain qui a été pris en compte dans le modèle. Vous avez dit que c'était 30 mètres, là, plutôt parce que c'était usuel. Mais est-ce que c'est par rapport à des contraintes de modèle ou parce que c'est justifié par rapport aux propriétés souterraines des compartiments souterrains bretons, en fait? Oui, alors on se base vraiment sur des données de collègues, hein, du BRGM, etc., qui ont, qui le disent dans leur article, qu'en moyenne, on peut considérer que c'est plutôt 30 mètres que 100, 200, voire 1000 mètres. Donc 30 mètres, c'est pas une valeur aléatoire, mais on pourrait très bien mettre 50 mètres pour ce type de modèle exploratoire, c'est pas très très gênant. Après, si on veut faire un modèle sur un site particulier et qu'on veut vraiment faire de l'étude de site, on va dire à 100%, là il faudrait qu'on fasse peut-être des forages ou un petit peu plus d'investigation pour voir un petit peu comment la géologie joue sur cette épaisseur. Mais dans mon cas, j'ai pris 30 mètres en moyenne et c'est une valeur qui est largement raisonnable. On est plutôt sur 30 mètres Ok, que 300, 500 mètres. ok, merci. Ouais. Donc ça, c'est les travaux de Clément Roch, Benoît Devandel, etc. Ouais. Plutôt du Merci. BRGM. Hop, Et par rapport ouais, pardon. à des travaux comme, enfin là c'est peut-être une connerie, hein, mais ça me faisait penser un peu ces approches à ce qui s'était fait sur le qualitatif avec l'IDPR, l'indice de persistance là, et de, je sais plus quoi, des réseaux, Oui. qui étaient des manières un peu de croiser réseaux hydrographiques existants, géologie, pour en déduire des propriétés à l'infiltration en fait, des milieux. Et ça me fait un peu penser à ce type d'approche qui était peut-être à des échelles plus macro. Est-ce qu'il y a eu voilà, des éléments, enfin, c'est assez vieux ce truc-là, donc je sais pas, par rapport à, enfin, Alors, je situe bien comment ça peut s'articuler avec ces travaux-là que tu as présentés. c'est la même philosophie. C'est la même philosophie, sauf que l'IDPR se base sur des cours d'eau qui sont générés numériquement, donc à partir du SIG. Et nous, ce qu'on voulait dans ce travail, c'est se baser sur des cartes observées. Même si on sait qu'elles ne sont pas parfaites, dans l'avenir, on sait qu'il y aura les satellites, etc. Et on commence à avoir des cours d'eau des cartes de cours d'eau de plus en plus précis. Mais c'est exactement la même philosophie que l'IDPR. Et à peu de choses près, on a les mêmes conclusions et on a comparé nos résultats dans le papier que j'ai fait. On a comparé nos résultats avec l'IDPR et c'est vrai qu'on a les mêmes choses. Euh, Quand il n'y a pas de cours d'eau, ça veut dire que la roche, elle est perméable. Et inversement, s'il y a beaucoup de cours d'eau, c'est imperméable. Donc, on est clairement sur les mêmes choses. Ok, merci. Est-ce que je continue peut-être, Mathieu? Ouais, vas-y, Parce continue, parce que qu'il y a l'heure qui tourne, je vois ouais, là. je vois le temps filer. Peut-être que, bon, on verra pour le dernier point. Est-ce que tu veux quand même présenter cette Oui, bah, diapo? enfin, Vas-y. très rapidement, c'était juste tout à l'heure, du coup, Renan, il vous présentait les données du réseau Onde pour une station sur le Canut en Ille-et-Vilaine. Et je trouve que c'était juste intéressant de vous montrer, du coup, une chronique de 7 ans, de 2014 à 2021, des réseaux Onde, mais là, plus généralisé sur le bassin Loire-Bretagne. Et en fait, on voit clairement au niveau des légendes, donc chaque petit rond représente une station onde qui a été suivie par les agents de l'OFB. Donc le réseau onde, il a commencé en 2013, donc c'est pour ça que les données pleines commencent en 2014. Et en fait, les légendes, c'est donc un rond égale une station. Quand c'est bleu, l'écoulement, enfin le cours d'eau coule avec un écoulement, enfin un vrai écoulement observable. Quand c'est orange, il y a la présence d'eau, mais soit des écoulements subsurface, soit des mouilles qui restent en eau, donc plus de courant, on va dire, en surface. Et par contre, quand c'est rouge, la station est entièrement à sec. Et on voit clairement que de 2014 à 2021, pour le mois de septembre,
on a sur ces mêmes stations une intensité, enfin, vraiment, c'est très, très, très prononcé, comment dire, l'augmentation du nombre de stations complètement assèche. Et même pour l'année 2021, où c'est plutôt on a plutôt dit qu'on avait quand même de l'eau pour l'été, quoi. Donc c'est intéressant à avoir ça en tête parce que là, c'est comme tout à l'heure, hein, clairement, c'est l'effet du réchauffement climatique. Parce qu'entre 2014 et 2021, normalement, le niveau de dégradation, il n'est pas plus élevé. Et les pratiques et l'occupation du sol sont pas vraiment non plus trop. Comment dire, je trouve pas mes mots, mais en gros, ça n'a pas été extrêmement accentué de 2014 à 2021 sur le territoire. Donc là, on voit clairement l'effet du changement climatique sur l'écoulement, en tout cas sur les stations étudiées du réseau ondes. Oui, alors je prends la main et je continue. Le dernier point, est-ce qu'on a le temps, Mathieu, ou je le fais rapidement? On fait rapidement, ouais. Ok, ça marche. Donc, exemple de prédiction des débits avec les modèles maintenant. Donc, on a regardé l'intermittence. Je voulais faire un petit point rapide sur les modèles climatiques à la base de mes modèles que j'utilise parce que c'est quand même un petit peu la base. J'utilise les données typiquement du GIEC qui ont réalisé des intercomparaisons entre tous les modèles climatiques globaux. Donc, ils lancent leur modèle à l'échelle globale pour 4 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre du plus pessimiste au plus optimiste. Donc c'est le RCP 2.6, 2.6, 4.5, 6.0 et 8.5. Ensuite, Météo France, ils ont pris toutes ces données et ils les ont retravaillées, downscalées, ils les ont remises à l'échelle de la France. Et c'est ces données qu'on a à disposition. Et ce que ça donne en température ici, de 1960 à 2100, pour un modèle climatique global français de l'Institut Pierre-Simon Laplace, vous voyez ici les résultats de l'évolution de la température pour le scénario optimiste. Donc c'est la courbe bleue, le RCP 2.6. Donc là, on aura une certaine stagnation de la température dans le futur. Et le scénario pessimiste, le RCP 8.5. Donc ça, c'est le scénario, c'est si on n'arrête pas l'émission de gaz à effet de serre comme on continue à le faire aujourd'hui. Et c'est ce qui est prévu que ça va continuer malheureusement dans les prochaines décennies. Et ben, on est vraiment sur une augmentation beaucoup plus forte de la température. Et en parallèle de ça, on a aussi les données de précipitation, évapotranspiration et de recharge qui nous intéressent particulièrement dans notre démarche. Donc comme je vous ai dit dans la présentation, une fois qu'on a notre modèle hydrogéologique qui est calibré sur les données du passé, eh bien on va pouvoir lancer le modèle avec une recharge future. Et là, je vais vous montrer des résultats pour un scénario optimiste et pessimiste. Donc d'abord, je voulais qu'on parle rapidement des données que j'injecte dans mon modèle avant de parler des résultats. Et donc je reprends un petit peu la forme de graphique du début de la présentation avec le graphique de température en fonction du bilan P-E. Donc ce bilan, il est vraiment hyper précipitation moins évapotranspiration, ça va être la quantité d'eau qui va pouvoir être disponible sur le bassin versant. Pour nous, mais aussi pour les êtres vivants, pour les rivières, etc. Donc, je vais vous montrer les résultats de 1960 à 2100. Donc d'abord, pour la période automne-hiver, donc c'est la partie plutôt de droite, on voit qu'on est sur un bilan de précipitation moins évapotranspiration qui est positif. Et on voit que dans le futur, donc c'est les points, on va dire clairs jusqu'aux points les plus foncés, on voit qu'on a un bilan en P-E qui est relativement constant. Donc, les précipitations vont même un petit peu augmenter dans le futur, d'après les modèles climatiques, même si c'est très incertain et les incertitudes sont fortes autour des précipitations. Et puis, on a une évapotranspiration qui augmente un petit peu, mais ça se compense. Donc, on a un bilan qui est relativement constant. Par contre, au printemps-été, le bilan P-E, on voit que du passé vers le futur, il est en constante diminution. Donc il devient de plus en plus négatif.
Donc on a, si on veut, une perte en eau qui est continue de 2020 à 2100. Et si on regarde maintenant le bilan annuel, donc c'est le même graphique, mais maintenant c'est le bilan annuel de 1960 à 2100. Actuellement, on est à peu près à une température de moyenne de 12 degrés, donc on est en 2020 ici. Et on voit que dans le futur, comme je le disais, on va se diriger vers des bilans annuels qui seront de plus en plus négatifs. Donc ça veut dire qu'on va arriver vers des systèmes où les nappes et le bassin versant sera beaucoup moins alimenté en eau. Et donc ça pose la question, quel sera l'impact sur la répartition de la quantité d'eau dans l'espace et dans le temps? C'est-à-dire où est-ce que l'eau elle va se distribuer sous ces nouvelles conditions? Est-ce que l'ensemble des cours d'eau vont être déconnectés? Est-ce qu'il y aura plus d'intermittence, moins d'intermittence, etc. Et donc le dernier point sur les résultats de prédiction de débit des rivières, là je vais vous montrer des résultats qui ont été réalisés dans le cadre d'une demande de Rennes Métropole qui voulait savoir un petit peu comment est-ce que les débits d'étiage vont évoluer en amont de certaines stations d'épuration. Puisqu'ils ont des stations d'épuration un petit peu partout et finalement quand ils rejettent les eaux traitées, il faut qu'il y ait de l'eau. Et plus il y a de l'eau, plus c'est facile, finalement. Et ils se demandent dans le futur si les étiages sont plus sévères, plus à sec, si même les cours d'eau ne s'écoulent plus, est-ce qu'ils pourront toujours rejeter leur eau traitée? Donc là, je vais vous montrer les résultats pour les différentes saisons, été, printemps, hiver, automne, du débit moyen simulé sur un bassin versant au nord-ouest de Rennes. Donc il y aura le bilan, encore une fois, le scénario climatique optimiste et pessimiste. Donc voilà ce qu'on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les graphiques, mais ça saute un petit peu aux yeux. On a une baisse des débits qui est assez marquée, qui est plus marquée pour certaines saisons. Et globalement, on voit logiquement que le scénario pessimiste a une perte, a une diminution des débits qui est plus forte que le scénario qui est optimiste. Donc ça, c'est assez logique. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder des indicateurs, comme par exemple ici le QMNA. Donc c'est le débit minimum mensuel de chaque année. Et on voit ici le QMNA5 au niveau de la bande grisée, avec une période de retour de 5 ans. Et on voit qu'entre le scénario optimiste et pessimiste, on a une différence de 50 000 m3, donc ce qui n'est pas négligeable. Et finalement, c'est peut-être pas des résultats qui sont pour l'instant très pertinents, mais c'était juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le modèle et avec les données que l'on a à notre disposition. Et puis enfin, on en a parlé quasiment toute la présentation, on peut, en plus d'avoir le débit des rivières en tout point du bassin versant, on a aussi la saturation en eau en surface. Donc là, vous voyez pour les deux scénarios, donc le scénario optimiste en bleu, on a les cours d'eau simulés en orange et en bleu. Donc en orange, c'est l'intermittent et en bleu, c'est le permanent. Et ici, c'est pour l'hiver 2050. Et donc, on voit que pour l'hiver 2050, on a quand même beaucoup de cours d'eau qui sont simulés pour le scénario optimiste. Par contre, pour le scénario pessimiste, c'est un peu plus inquiétant parce qu'on a une grande majorité des cours d'eau qui sont déconnectés. Donc, la nappe, elle est plus basse et on a une majorité des cours d'eau qui sont à sec et des cours d'eau qui avant étaient permanents deviennent intermittents, etc. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires. Et typiquement ici, vous voyez, j'avais aussi ajouté les stations de rejet d'épuration, d'eau d'épuration avec les carrés verts, et on voit que certaines stations seront à sec, d'autres moins, etc. Et les impacts ne seront pas les mêmes en fonction de la position des stations sur le bassin versant.
Et donc finalement, c'est ce que je disais, on est capable de modéliser la modification spatio-temporelle de la distribution des ressources en eau sur le bassin versant. Et donc je vais laisser Mathieu conclure. Ouais, bah là c'était juste histoire de. Avec Renan, on voulait terminer là-dessus. Bon, vous connaissez forcément. Hein, c'est en fait, on se disait qu'à la suite du coup des résultats là, de la présentation de Renan, en gros, si on peut résumer, c'est qu'en fait, bah, on va manquer d'eau et du coup, pour pallier à ça, il faut absolument essayer de tendre du coup vers des mesures, on va dire, naturelles de rétention de l'eau. Et notamment, c'est ce qu'on appelle les MNRE, qui ont du coup pour effet au sein d'un bassin versant, du coup d'augmenter la capacité de rétention d'eau dans le sol en ralentissant les ruissellements et du coup ça améliore l'infiltration des eaux. Donc il y a plusieurs exemples de MNRE. Hein. Il y a le rétablissement des zones d'expansion de crues, la restauration de zones humides, parfois la restauration de la mobilité latérale du cours d'eau, un peu les actions de reméandrage ou de remise en talweg que en fait vous réalisez, vous gestionnaire des milieux aquatiques. Et donc en fait, c'était juste pour montrer ce petit schéma, parce que la multiplication du coup de ces mesures naturelles de rétention des eaux, eh ben, elle contribue à plusieurs objectifs. Et sachant qu'en plus de ça, une mesure peut, peut apporter plusieurs bénéfices autour justement de la rétention en eau sur un bassin versant. Donc je pense que vous avez de toute façon ça en tête, mais c'est quand même intéressant de le montrer, sachant qu'il y a une grosse base de données au niveau des retours d'expérience de ces MNRE qui est disponible sur le centre de ressources de l'OFB et je pense aussi peut-être sur celui du CRECEB. Donc il ne faut pas hésiter à aller regarder toutes ce retour d'expérience qui parfois peuvent donner des bonnes idées, ou même quand vous avez un petit peu des petites présentations à faire ou devoir expliquer un petit peu pourquoi on fait ça à certains élus qui seront par exemple plus, pro-retenue collinaire et qui ne voient pas forcément l'intérêt de restaurer les zones humides dans la ressource en eau. Ben voilà, on peut se servir de ces petites fiches-là qui sont plutôt très bien faites et du coup qui sont intéressants dans le cadre vraiment de mesures naturelles de rétention des eaux. Donc je pense que toi, Ronan, tu n'avais plus rien à présenter après? Non, plus rien à présenter. Ok, on avait prévu un petit temps d'échange si vous voulez du coup profiter d'avoir la présence de Ronan avec nous, parce que du coup je te remercie encore Ronan d'avoir présenté ce journal club là. Je pense qu'on a quand même de la chance de l'avoir avec nous parce qu'il est beaucoup demandé et sa thèse elle est assez reconnue. Donc je te remercie d'avoir présenté ces résultats-là. Et donc si vous avez quelques dernières questions sur ces travaux, eh ben, n'hésitez pas, profitez qu'ils soient encore présents. Après, moi, juste pour compléter. Ah, il y avait peut-être une question, pardon. Non, je voulais juste dire que ce serait vraiment une présentation intéressante, l'ensemble, hein, y compris les petits intermèdes sur les têtes de bassin versant, et puisque sur les mesures, sur les MNRE, là, des choses à partager auprès des élus des commissions locales de l'eau, en fait, pour les sensibiliser à l'importance de la restauration des milieux aquatiques, parce que c'est vrai que l'aspect quantitatif, globalement, parle toujours plus facilement aux élus que l'aspect qualitatif, et que ça peut être de nature à les motiver encore plus, même si je sais qu'il y a une prise de conscience maintenant assez large côté bassin de la Vilaine, mais voilà, il y a encore des gens à convaincre ailleurs. Et donc, mettre des moyens sur la restauration des milieux aquatiques, là, on a vraiment un argumentaire intéressant quoi, pour les endroits où il y en a encore besoin. Ouais, Et par ailleurs, la question a déjà été posée, mais c'est vrai que ça prête toujours à débat la question de l'évapotranspiration et des forêts là, on avait aussi ce retour du BRGM qui disait: «Bah oui, nous on a remarqué que quand même il y a beaucoup d'évapotranspiration, et que ça peut jouer de façon négative, dans le bilan hydrique». À côté de ça,
on a pu voir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur Arte sur l'importance des forêts à l'échelle mondiale, en fait, sur le cycle des précipitations. Donc, c'est quand même un élément extrêmement important à une échelle plus large. Donc, est-ce qu'il y a des éléments un peu objectivés sur le rôle parce que de dire qu'il y a plus d'évapotranspiration, ce serait de nature à dire attention, pas trop de boisement parce qu'il va y avoir trop d'évapotranspiration. Alors qu'a priori, en tout cas sur le secteur de Fougères, on a une forêt et il se trouve que ça coïncide, alors c'est sans doute pas la seule explication, mais, avec une zone particulièrement productive en eau. Donc, enfin voilà, attention aux messages qui peuvent être diffusés concernant le rôle des boisements dans le bilan hydrique, quoi. Est-ce qu'il y aurait un petit topo, peut-être par le CRESEB, ou je ne sais pas, qui permettrait de rassembler des informations objectives par rapport à ça? Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est vrai. Je ne sais pas si le CRESEP a proposé déjà des choses là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout expert de l'évapotranspiration, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas encore totalement maîtrisé, même d'un point de vue recherche finalement. Même dans les modèles, ce qui est souvent appliqué, c'est pour une forêt, on va mettre un coefficient de ruissellement, un coefficient d'évapotranspiration. Mais vous imaginez la complexité de l'affaire, puisqu'on peut même aller jusqu'à mettre un coefficient de rétention d'eau et d'évapotranspiration différent si c'est du hêtre, si c'est un hêtre qui est jeune, si c'est du bouleau, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi en cours de recherche, et pourtant c'est un sujet qui est absolument crucial. Et c'est vrai que sur la question il faudrait raser les forêts pour empêcher que ça évapotranspire. Je pense qu'on pourrait facilement le contrer en disant que de toute façon, un sol nu et bétonné, il n'y a pas pire en perte, il y a pas pire entre guillemets en perte en eau. Et les petites simulations faites par mon collègue, par exemple, le montrent très bien. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être plus mis en avant dans le message. Je vous confirme qu'au côté CRESEM, on n'a pas produit pour l'instant d'éléments de synthèse en fait là-dessus, un petit peu pour les raisons évoquées par Ronan notamment. Mais ouais, on pourrait s'atteler à voilà, rassembler des éléments déjà objectivés sur ce sujet si on a. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, ou sinon, Bruno, je pense qu'on va pouvoir couper l'enregistrement. Ok. Eh ben,